Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il est des moments où les peuples ont rendez-vous avec l'histoire, avec leur histoire. Il en est de même pour les territoires où il y a des moments où les territoires ont rendez-vous avec l'histoire et avec leur histoire. Aujourd'hui est un jour important pour l'ensemble du bassin Castres-Mazamet et du sud du Tarn, parce qu'au travers de cette proposition de loi que nous vous soumettons avec ma collègue Marie-Lise Housseau, nous avons voulu répondre à une attente particulièrement forte de l'ensemble des acteurs de ce bassin d'emploi et de ce territoire. Juste quelques mots pour rappeler les éléments de singularité qui font qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Castres-Mazamet fait partie donc du département du Tarn et ce département est bicéphale. Et du reste, pendant longtemps, les villes d'Albi et de Castres ont été opposées. Aujourd'hui, elles sont dans un schéma de complémentarité auquel nous souscrivons tout à fait. Pendant longtemps, il y a eu une volonté d'essayer de désenclaver tous les bassins d'emploi de la région Midi-Pyrénées. Mais la singularité, la spécificité de Castres-Mazamet, même si l'arrondissement est plus peuplé qu'un certain nombre de départements de la région ex-Midi-Pyrénées, je pense à l'Ariège, je pense au Lot, je pense au Gers, même si la ville de Castres est plus peuplée que les préfectures de Foix, d'Auch et de Cahors, en fait, il y a eu un élément qui a fait que quand Albi a été désenclavé par rapport à Toulouse, et il y a eu un consensus départemental pour cela, quand il s'est agi de désenclaver le bassin Castres-Mazamet, en fait, ceci se faisait par petites bribes, à tel point qu'en 2010, avec Jean-Louis Bordelot, à l'époque ministre de l'Équipement et des Transports, nous sommes arrivés au constat suivant, c'est qu'au rythme des engagements de l'État pour désenclaver ce bassin d'emploi, c'était 2070, la date butoir pour que Castres-Mazamet, donc seule agglomération de plus de 100 000 habitants du territoire national à ne disposer ni d'autoroute, ni de gare TGV, ni d'aéroport international, aurait pu être désenclavé. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, le choix a été fait de s'engager vers une autoroute. Mais comme dans notre pays, les choses sont longues, eh bien, il s'est écoulé une quinzaine d'années entre cette décision de 2010 et aujourd'hui, avec notamment quelques étapes importantes, un débat public où des milliers de personnes ont participé et où près de 2/3 des personnes ont dit leur envie de voir ce bassin désenclavé et ont approuvé ce projet. Et puis ensuite, il y a eu des décisions qui ont été des décisions importantes. En 2019, cette autoroute a été inscrite dans la loi d'orientation des mobilités, ce qui lui a conféré la notion d'intérêt général national. Et en 2021, la plus haute juridiction administrative de notre pays, le Conseil d'État, a validé l'utilité publique donc de cet itinéraire. Il y a eu de multiples recours et c'est un droit dans notre démocratie, mais tous ces recours ont jusqu'au mois de février dernier, par 14 fois, la juridiction administrative a autorisé les chantiers, a autorisé les travaux. Et là, nous nous trouvons face à une situation qui est une situation à certains égards quelque peu ubuesque, avec conséquence de cette décision du tribunal administratif du 25 février dernier, un arrêt des travaux avec des conséquences qui sont des conséquences sociales. 1000 personnes ont perdu leur emploi du jour au lendemain, avec des conséquences pour le bassin d'emploi, pour les décideurs économiques qui se voient stoppés par rapport à leurs éléments et leurs perspectives, donc de pouvoir engager des investissements,
avec des conséquences pour les riverains. Nous avons une balafre sur 50 km sur le territoire et avec des riverains qui sont pour certains empêchés de rentrer chez eux, avec un village, je pense à Saint-Germain-des-Prés, qui est coupé en deux, avec des conséquences qui sont des conséquences financières. 5 millions d'euros, le coût d'arrêt des travaux, plus 200 000 euros par jour. 200 000 euros par jour. Dans la situation des finances publiques que nous connaissons, est-ce qu'il est acceptable de laisser faire les choses et d'avoir de l'argent public gaspillé comme ceci à hauteur de 200 000 euros par jour? Bien sûr, des éléments aussi qui sont à prendre en compte, c'est qu'il y a un consensus politique départemental assez exceptionnel autour de ce projet. Qu'il soit du nord, du sud, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, la quasi-totalité des élus du département sont favorables à ce projet. L'unanimité des conseillers départementaux, les deux intercommunalités donc traversées par le projet, 4 parlementaires sur 5, le président du conseil départemental, la présidente du conseil régional. C'est un véritable pacte arnais qui est en faveur de ce projet, mais aussi un pacte arnais soutenu par nombre d'élus du département voisin de la Haute-Garonne qui est concerné par ce projet, mais aussi de l'ensemble de la région Occitanie et que je remercie. Et donc, face à cela, au travers de cette loi donc dite de validation, nous essayons et nous faisons notre travail de parlementaire en essayant de proposer une porte de sortie pour faire de telle sorte que nous puissions arrêter cette situation ubuesque, que nous puissions stopper cette gabegie. Et dans ce cadre-là, nous avons pris soin, alors je ne vais pas vous lire l'exposé des motifs que nous avons écrit, soigneusement écrit avec Marie-Lise Housseau qui reprend tous les éléments et notamment de manière détaillée tous les points par rapport à la constitutionnalité de ce texte. C'est qu'il y a 5 principes par rapport à cela et nous avons veillé rigoureusement à ce que chacun de ces 5 principes soit respecté donc, dans le cadre de cette proposition de loi. Mais au-delà de cela, au-delà de ces éléments financiers, au-delà de ces éléments politiques territoriaux locaux, il y a un point et un élément qui est un élément essentiel. C'est une forme de cri du cœur que je voudrais pousser devant vous, celui d'un territoire qui fait face à un certain nombre de difficultés, avec une démographie qui est une démographie en berne, avec des pertes d'emplois, avec donc toutes ces conséquences liées à son enclavement historique. Mais un territoire qui se bat, un territoire qui a envie de s'en sortir, un territoire qui n'accepte pas l'inéquité territoriale et qui n'accepte pas que certains qui peuvent être parfois très loin, qui sont dans des grandes métropoles ou dans des grandes agglomérations qui, elles, disposent de tous les moyens pour pouvoir être connectés donc, au monde extérieur et qui sont là pour nous donner un certain nombre de leçons de morale, pour nous dire que finalement ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon pour nous, ceci ne serait pas bon pour l'environnement. Ce projet et cette autoroute qui est à 70% terminée. Arrêter un projet aussi avancé est une pure ineptie, y compris sur un plan environnemental. Marie-Lise Housseau y reviendra tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de mesures de compensation environnementale pour lesquelles nous nous sommes battus. Celles-ci sont stoppées à ce stade-là. Et que donc, par rapport à ces éléments, par rapport à ces enjeux, par rapport à cette volonté qui est la nôtre, par rapport à cet objectif, par rapport à cette situation que nous subissons, eh bien, il nous paraît essentiel et fondamental d'apporter une réponse et d'apporter une réponse politique. Parce que dans notre pays, le devenir des infrastructures doit revenir aux élus qui détiennent leur légitimité du suffrage universel et pas à personne d'autre. C'est le fondement de la démocratie. Et donc, dans ce cadre-là,
eh bien, nous espérons, chers et chers collègues, que nous pourrons nous retrouver le plus nombreux possible pour soutenir et pour adopter ce projet de loi de validation tant attendu par un territoire, par un bassin d'emploi, par un département, mais j'allais dire à certains égards, par le pays tout entier. Je vous remercie.